Quelqu'un, depuis sa fenêtre, avait lancé une bobine de cuivre pour les lave-linges, donc un truc relativement lourd, et il est passé à ça de me tuer. Et je me rends compte que ma fille, à quelques centimètres près, Elle aurait pu perdre sa maman. aurait pu être orpheline, quoi. On en est à la haine de la police à ce point-là qu'on est prêt à tuer quelqu'un. J'ai été menacée de mort, menacée de... Sur les réseaux, à un moment, j'avais été la femme la plus menacée de mort de France. J'ai échappé au cimetière cette fois-ci. Pour ma fille, au moins, je vais éviter d'y aller trop tôt. Et c'est ta raison de vivre, tu disais? En fait, j'admire ma fille. Elle a grandi avec sa mère seule. Et aujourd'hui, je suis tellement fière d'elle. Et donc, juste pour ça, tu te lèves le matin et tu te bats, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Lima Group. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Linda Kebab. Bonjour Linda. Bonjour Alexia. Alors Linda, tu es policière française, secrétaire nationale du syndicat de police unité. Tu es la première et la seule femme issue du corps des gardiens de la paix à occuper le poste de secrétaire nationale. Tu es également vice-présidente du think tank Initiative Sécurité Intérieure que tu as cofondé. Et on va revenir aussi rapidement sur ton long parcours de vie parce que d'abord, tu es née en 1981 à Vaux-en-Velin, c'est ça ? C'est ça, dans la banlieue lyonnaise. Ok, donc de parents immigrés algériens, tu as d'abord poursuivi des études de langue avant de rejoindre l'École nationale de police en 2007 par désir d'utilité publique, ce qui est assez beau, on va en parler. Présente régulièrement dans les médias pour défendre tes collègues et alerter sur les défis de la sécurité intérieure. Tu es également auteur du livre Gardienne de la paix et de la révolte, un ouvrage qui revient sur ton parcours et tes combats. Tu as été d'ailleurs récompensé par le prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail, donc félicitations pour ça. Et tu es aussi lauréate du prix Femmes d'influence. Aujourd'hui, tu interviens sur des sujets sensibles comme l'évolution du narcotrafic, la sécurité globale, les conditions de travail et les relations entre la police et la société. Et surtout, tu alertes sur les conditions d'exercice des policiers et tu dénonces les difficultés qu'ils rencontrent au sein de leur administration. Rien que ça, c'est énorme. Donc, bravo pour ce parcours, Linda, c'est Merci. très impressionnant. Je ne sais presque même pas par où commencer tellement ton parcours est riche. Et ce qu'on a envie aujourd'hui de savoir surtout, c'est déjà... qui est Linda? C'est pas celle qui est toujours sur les plateaux aussi, parce que tu es souvent sollicitée sur les plateaux télé, mais pour commenter l'actualité et ce qui se passe sur les faits divers aussi. Mais aujourd'hui, on aimerait savoir qui tu es vraiment depuis toute petite, qui est cette Linda qui a choisi d'être la gardienne de la paix. Qu'est-ce qui t'a donné envie de servir l'État concrètement? Alors, j'ai toujours rêvé d'être d'utilité publique. Et toute petite, mon grand rêve, c'était d'être journaliste. Ah, Voilà. ok, si tu Comme en toi. échangeras à un moment donné. Ça. Et je voulais être reporter de guerre. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis orientée vers les langues, puisque j'ai étudié l'arabe littéraire et le russe. Je voulais être reporter de guerre et notamment couvrir les conflits internationaux. Malheureusement, mes parents décèdent, je suis adolescente. Et donc, du coup, j'ai plus les moyens de pouvoir poursuivre mes études parce que malgré tout, il y a quand même, on va dire, le facteur social qui joue dans la possibilité de pouvoir faire des études. Il faut que je travaille pour me nourrir et c'est aussi parce que j'ai 2 petits frères. Donc, je deviens soutien de famille. Et donc voilà, donc je vais avoir un boulot alimentaire et je vais m'en sortir assez bien. Mais malgré tout, il me manquait cette nécessité d'être d'utilité publique parce que je pensais, et je le pense très fort, qu'être journaliste, c'est d'utilité publique parce que c'est informer, c'est travailler à l'émergence de la vérité, comme le font les policiers. Et un jour, je vais être témoin d'une intervention de police qui va profondément me marquer, des policiers qui vont sauver la vie d'une femme victime de violences conjugales, qui vont être aux côtés de cette femme et en même temps montrer une empathie en même temps et avoir cette fermeté et cette autorité vis-à-vis de l'homme qui est l'auteur des coups. Et je me rends compte que j'ai pas besoin de traverser la planète, malgré ce rêve de petite fille qui s'est évaporé. Je peux être d'utilité publique là, ici, en bas de mes fenêtres, dans les rues, et les rendre plus sûres. Et c'est pour ça que je vais embrasser ce métier de gardien de la paix. Waouh. D'accord. Et ça, cet événement, il s'est passé, tu avais quel âge? J'étais déjà une adulte, puisque je rentre en école, en école de police, je vais y rentrer en 2006, je vais être affectée en 2007, Ok. je vais passer le concours en 2004, donc je dirais, 3 semaines avant, quoi. Enfin, ça a été immédiat, ça a été assez solaire et une révélation, et j'ai pas perdu de temps. Tout de suite, j'ai voulu faire ce métier. Tu t'es dit, ok, c'est tout de suite. C'est ça. Si on devait revenir sur cette Linda de cette époque-là, elle ressemblait à quoi la jeune policière qui est rentrée les premières années, les premiers mois?
Elle était assez ingénue, naïve, optimiste, candide. Alors j'étais déjà mère, j'ai été maman très tôt puisque comme j'ai perdu mes parents tôt, j'avais besoin de construire une famille et donc ma fille a été une révélation et c'est, pendant longtemps, j'ai toujours dit que c'est ce qui m'accroche à cette planète et qui me maintient en vie. J'ai même de l'émotion quand j'en parle. Mmh. Et malgré ça, j'avais quelque chose qui me manquait et donc cette envie de porter mon attention aux autres. Et donc, quand je rentre en école de police, et longtemps après même, ma conviction personnelle, c'était que je rentrais dans une institution qui était totalement saine, qui était pleine d'idéaux. OK. Sur le papier, c'est vrai. Puis une fois que j'y suis entrée, j'ai découvert finalement les travers de l'administration. Et c'est là où ma difficulté a commencé, c'est que j'ai pas réussi à me taire et j'ai pas su regarder ailleurs et je n'ai pas su ne pas lever la voix pour notamment défendre mes pairs, mes collègues. À l'époque, mes co-élèves et puis ensuite mes collègues quand je suis arrivée en commissariat. Et donc oui, je pense que j'étais une ingénue et crédule, pleine de naïveté. Je reste une idéaliste aujourd'hui, malgré tout. Je rêve vraiment d'un monde idéal, d'une société française idéale avec des convictions fortes comme celle de la sécurité comme première des libertés. Mais je suis un peu plus consciente que notre société est couverte de malfaçons, qu'il faut juste défaire pour mieux refaire les choses. Waouh. Et quand tu es arrivée, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Si tu peux l'évoquer, hein, si tu as le droit, mais c'est vrai que du coup, ça attire la curiosité parce que autant alors on va en parler un peu plus tard de ces personnes qui détestent les forces de l'ordre, d'autres qui les adorent, d'autres qui sont neutres. Bon, qu'est-ce que on sait pas vraiment ce qui se passe, aussi, il y en a qui vont peut-être, trop idéaliser en se disant que c'est génial, qui vont peut-être avoir des vocations comme la tienne pour se dire: «Moi aussi, je veux défendre la justice, je veux être la gardienne de la paix», peut-être même certaines femmes pour qui tu as suscité beaucoup d'inspiration. Justement, peut-être non pas pour défaire, l'idéal, mais peut-être pour, get real, enfin d'être dans la réalité. Qu'est-ce qui t'a peut-être une ou 2 choses qui t'ont le plus, étonnée? Alors, il y a 2 choses. La première, je la commenterai pas et je laisserai chacun comprendre. Quand je suis arrivée en école de police, on nous affecte donc dans nos dortoirs et il y a une chose que j'avais pas pensé à porter et je suis restée absolument stupide quand on m'a dit que c'était, qu'il aurait été nécessaire que je l'amène et que d'ailleurs ce serait bien que je l'amène la semaine suivante. C'était un cadenas pour fermer, mon placard qui me servait de vestiaire. Je pensais qu'en entrant dans une école de police, Oui, c'est paradoxal. j'avais pas besoin de cadenasser mon armoire et là, Ah ouais, je une comprends. partie de mon monde, enfin déjà ma candeur s'est un peu écroulée. Donc ça vraiment, c'est une anecdote qui m'a marquée parce que elle marque vraiment mes 24 premières heures en école de police. Et la deuxième chose, ça a été un petit peu plus difficile à digérer. Ça a été ce qu'on appelait à l'époque la note de gueule. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, dans le cadre de la scolarité, les policiers sont notés sur leurs écrits, leurs oraux, leurs capacités sportives, etc. Mais il y a aussi une note d'appréciation qui est somme toute très subjective. Et il fallait pas en tout cas à l'époque que l'école ait une moyenne globale supérieure à 15/20. Et donc du coup, il y avait des élèves qui avaient une très bonne note, proche de 20. Et moi, j'en ai eu une très mauvaise, plutôt proche de 10. Pour la simple et unique raison, c'est parce que je levais la main lorsque je considérais qu'il y avait un dysfonctionnement ou une injustice. Et donc, ouais, la note de gueule, moi, c'est Ah quelque chose waouh! qui m'a beaucoup marqué en école de police. On était beaucoup à la désapprouver, à désapprouver le principe parce que clairement, enfin, j'appelle ça une note, on me disait que c'était une note d'appréciation, mais clairement, je veux dire, l'appréciation était somme toute très subjective. Ouais. Et surtout, on avait quand même le sentiment qu'il fallait rentrer dans les rangs, pas souffler, pas avoir la tête qui dépasse et surtout pas avoir la pensée qui dépasse Ah! pour avoir une bonne note. Et évidemment, moi, ça m'a forcément un peu sabré ma moyenne générale. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas compatible avec les idéaux que j'embrassais et qui étaient les miens déjà à l'époque lorsque je rentre dans la police. Malgré tout, ça reste une belle institution, vraiment historiquement forte, malgré les travers et les passages de l'histoire qui doivent toujours nous amener à rediscuter comment faire société ensemble. Malgré tout, je dis à tous ceux qui veulent rentrer dans la police, venez, entrez, ne vous mettez absolument aucun filtre. Je veux dire, venez comme vous êtes.
il y a évidemment un esprit d'uniforme, et ça, c'est important d'avoir cet esprit d'uniforme tous ensemble, parce que c'est cet esprit corporatiste, dans le sens noble du terme, qui crée aussi la solidarité. Il y a quelque chose que tout policier reconnaîtra dans mon propos, c'est ce sang qui ne fait qu'un tour lorsque sur les ondes on entend le mot renfort, appel renfort, un collègue qui nous appelle parce qu'il est en difficulté. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe, on sait juste qu'on a un collègue qui est en difficulté, et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et qui, je pense, nous habite dès le début parce qu'on est tous derrière le même uniforme. Et ça, vraiment, je trouve que c'est magnifique. Ça donne des frissons. Le mot renfort, vous sentez une famille encore, en fait? Absolument, oui, une vraie famille. Et moi, je le vois quand je vais voir mes collègues, le plus souvent possible dans les services, qui me montrent une forme de reconnaissance, vraiment de tendresse au sujet notamment de mes expressions publiques. Alors que je leur dis à chaque fois, mais c'est moi qui suis reconnaissante de mes collègues, parce que c'est eux qui m'enrichissent, qui m'inspirent et qui nourrissent mon discours. Et sans eux, clairement, j'aurais pas grand-chose à dire, vraiment. On va être dans l'émotion, je sens, toi et moi, dans dans cet échange. J'avais quand même une question importante, je te l'avais dit en préparant cette émission, c'est par rapport au fait d'être femme. Parce que, alors, il y a 1 milliard de questions par rapport à ça. On commence tout de suite par le casier. D'ailleurs, ton histoire de casier, tu vois, est-ce que c'est parce que tu es une femme? Je ne pense pas, puisque finalement, c'est tout le monde qui avait le droit, qui devait mettre son cadenas. Par contre, c'est vrai que quand on lit que tu es donc... tu alertes sur les conditions d'exercice des policiers et tu dénonces les difficultés qu'ils rencontrent au sein de leur administration. C'était quand même un milieu très masculin. Comment est-ce que les hommes policiers vivent le fait que ce soit une femme qui les défende? Eh ben, ça peut étonner, mais ça n'est absolument jamais un sujet. En tout cas, ça n'est jamais évoqué. Alors parfois, on va donner des attributs masculins au courage, on va dire, d'une personne qui en a. Et puis, des fois, ça me fait rire d'entendre et de lire notamment que j'en aurais. Donc, des attributs masculins pour définir le courage. Mais c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. Et en fait, mon genre n'est jamais évoqué dans mes interactions avec mes collègues. Ils voient juste une représentante, une collègue qui je les cite, les représente bien, qui dit qui dit tout haut ce que eux pensent tout bas et n'ose pas exprimer. Et vraiment, c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué. Malgré tout, je reste dans un métier, je veux dire, je suis lucide, qui est à 75% composé d'hommes. On est à 20-25% en fonction des décennies de femmes dans la police, tout corps confondu. Les femmes sont d'ailleurs un petit peu trop représentées à mon goût chez les policiers adjoints, l'équivalent des contrats jeunes dans la police. Donc, c'est une fonction qui est très précaire. Ce sont des policiers qui sont payés à peine plus que le SMIC, 50 ou 80 euros de plus que le SMIC. Et là, pour le coup, les femmes, elles sont surreprésentées, donc ce qui génère forcément une plus forte précarité des femmes dans la police. Pourquoi ? Parce que quand on est policier adjoint et qu'on postule dans la police, on a la garantie d'être affecté dans son département d'origine, là où nous, fonctionnaires, on doit souvent être déracinés de nos régions. Et donc forcément, parce qu'on va se dire les choses, Alexia, il pèse encore beaucoup de choses sur les épaules des femmes aujourd'hui, qui font encore des doubles journées et qui ont moins le cœur à sacrifier leur vie de famille, leur mariage, leurs enfants, leur couple pour le travail, là où les hommes se poseraient peut-être moins la question. Et donc forcément, ça génère plus de précarité chez les femmes, qui évoluent moins, de fait, au point même que d'ailleurs l'État a dû légiférer et obliger les administrations, dont la police, à nommer un quota minimum de femmes à des postes de direction. Sans quoi, sinon, les ministères payent des amendes. Et la seule raison pour laquelle aujourd'hui il y a des femmes dans des postes de direction actives dans la police, c'est parce que la loi l'impose. Mais ça, c'est au très haut niveau. Moi, je représente ceux de la base, les catégories B et C. Et clairement, il n'y a rien qui, en tout cas, pousse notre administration à faire que les femmes se sentent plus à l'aise. Alors, l'avantage qu'on a dans la police, c'est qu'à échelon, à grade, équivalent, on a tous la même paye, puisque tout est légiféré sur une grille salariale. Néanmoins, on constate qu'à ancienneté administrative équivalente, les femmes évoluent moins parce qu'elles sont moins enclins à passer des concours en interne, parce qu'il faut repartir en école, il faut s'éloigner de la famille. Et donc forcément, les femmes se sacrifient toujours un peu, même dans la police, où pourtant, il faut le dire, on tend à de plus en plus d'égalité, oui. On va revenir après sur ton parcours en tant que femme maman dans la police. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse un petit peu creuser est-ce qu'il y a eu sur cet élément de bascule, est-ce qu'il y a eu un élément, un événement en particulier qui t'a fait basculer dans une autre dimension du métier? Je pense que c'est la confrontation à la mort, alors surtout sa propre mort, enfin son risque de propre mort plutôt.
J'ai, comme beaucoup de policiers, été confrontée au danger. J'ai dû sortir mon arme. J'ai dû menacer de même l'utiliser. Ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, il y a un événement qui m'a marqué. C'était une mission, somme toute, qui était très sociale, puisqu'on intervient. J'étais donc en brigade de police secours à Créteil à l'époque. Donc c'est il y a très longtemps. Et on intervient pour un vieux monsieur qui, malheureusement, est décédé sous sa douche. Et qui est donc resté longtemps dans sa baignoire, dans une eau très chaude. Et donc, quand on arrive, il est dans un état assez difficile à supporter, notamment pour sa famille. Donc, on protège la famille du spectacle, malheureusement, qui pourrait s'offrir à eux. Et on attend le médecin et tous les services qui vont arriver dans les heures qui suivent. Et à ce moment-là, je vais juste sortir de l'appartement de ce monsieur pour aller à la voiture récupérer un document pour pouvoir commencer les démarches administratives, parce que la police, c'est aussi des démarches administratives. On fait la police, il y a du judiciaire, mais il y a aussi la police administrative. Et au moment où je sors, il est 22h, ma fille m'attend, elle est encore chez la babysitter à ce moment-là, avec la babysitter à ce moment-là, pardon. Et en fait, j'entends un souffle qui m'effleure l'oreille. Vraiment, il y a quelque chose qui m'effleure. Je sens le vent comme ça. Et en fait, je constate que quelqu'un, depuis sa fenêtre, avait lancé une bobine de cuivre pour les lave-linges. Donc, un truc relativement lourd. Wow. Et il est passé à ça de me tuer. J'intervenais pas pour du narcotrafic, pour de la criminalité, pour de la délinquance. On portait assistance à une famille qui était en souffrance parce que leur papy venait de décéder. Et je me rends compte que ma fille, à quelques centimètres près, aurait pu être orpheline, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, je suis désolée pour le terme, vous allez peut-être devoir le biper, mais quelle bande de saloperies quand même. Enfin, je veux dire, humainement, je me suis dit, waouh, on en est à la haine de la police à ce point-là qu'on est prêt à tuer quelqu'un dont on sait pertinemment, parce que ça s'était su dans le quartier, enfin, je veux dire, tout se sait très vite, qu'un vieux monsieur un papy était décédé et que du coup, on intervenait pour ça. Et malgré tout, on avait quelqu'un qui a essayé de me tuer, parce que clairement, j'y aurais pas échappé si ça m'avait touchée. Donc, j'avais ma collègue qui était dans la voiture, qui a très vite repéré la fenêtre d'où c'était arrivé. Le lendemain, à 6h du matin, mes collègues y ont mis tout leur cœur et sont allés au domicile. Oui. Ça, c'est la solidarité policière et je les en remercie. Mais le procureur n'a pas donné suite voilà, à une tentative d'homicide. Wow. Une parmi d'autres, et je pense que mon anecdote, alors c'est très spécifique parce que le moyen d'essayer de me tuer a été particulier, mais je pense à tous mes collègues qui régulièrement sont victimes de violences, de tentatives d'homicide et qui voient des suites judiciaires qui interrogent beaucoup et malgré tout, qui continuent à y aller, comme moi j'ai continué à y aller et à faire le métier. Et vraiment, rien que pour ça, je pense qu'il faut remercier les policiers. C'était quoi l'intention de ce monsieur? C'était vraiment de vous tuer à ce moment-là? Ouais, de toute façon, je veux dire, quand on balance une bobine qui est trop lourde pour un seul être, il n'y a pas d'autre objectif. D'ailleurs, la procédure, elle avait été ouverte pour ça, pour tentative d'homicide. Mais visiblement, le procureur a considéré que c'était pas suffisamment grave. C'était pas assez grave. Pourtant, toi, ça t'a choqué. Ça m'a marqué parce qu'en fait, je me dis, c'est mourir pour rien, littéralement. C'est assez révoltant parce que, en fait, c'est ça la question que je me suis toujours posée. En plus, je sais qu'il y a une différence entre la France et les États-Unis aussi, hein, sur le système judiciaire, etc. Mais pourquoi est-ce que, selon toi, pourquoi est-ce que certains détestent autant la police jusqu'à être prêts de commettre un homicide? Je pense que c'est la même détestation, c'est le même cheminement cognitif, c'est la même haine, c'est le même rejet, c'est le même sang pourri qui coule dans les veines de tous ceux qui détestent un groupe sans pouvoir l'expliquer. Parfois pour des raisons ethniques, des religieuses. L'antisémitisme, je pense, qui est basé aussi sur cette haine de l'autre, sur la base de clichés, de stéréotypes qui font qu'on est prêt à voir mourir l'autre juste parce qu'on le hait. Je suis convaincue que l'appartenance professionnelle, et d'ailleurs moi je milite pour que ce soit un élément de discrimination, le fait même de discriminer des policiers parce qu'ils sont policiers, ça arrive, il y a des policiers, je vais digresser un petit peu, mais pour qu'on comprenne, mais des policiers, je l'ai vécu, mais j'ai aussi des témoignages de collègues qui remontent, qui me disent, mais nous on refuse des logements parce qu'on est flics.
parce qu'on a des gens qui n'aiment pas les policiers au point de leur refuser des logements, alors qu'ils ont la garantie des loyers qui seront payés, avec des fonctionnaires, avec des contraintes administratives qui pèsent très fort sur nos épaules, parce que si un policier est un mauvais payeur, son administration le lui fera rappeler. On est soumis à des règles déontologiques fortes, même dans notre vie privée. Et malgré ça, on a des collègues aujourd'hui qui nous disent « mais moi, j'ai des gens qui veulent pas louer à des flics ». Et donc oui, je pense que c'est une haine viscérale de gens. Alors il y a évidemment ceux qui sont abreuvés de discours politiques, idéologiques, notamment qu'on dit habituellement venant de l'extrême gauche, mais de manière générale qui viennent de courants idéologiques qui ont un rejet fort de la police. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je lutte contre l'expression violence policière, qui est en fait le pendant de l'expression anglo-saxonne de cop brutality, qui est en fait une expression politique qui retire en fait le droit aux policiers à utiliser la force, c'est-à-dire à être armés et à avoir la délégation de la force. Et donc en fait, c'est des courants politiques qui ont un peu été disséminés, insufflés dans les esprits et qui aujourd'hui donnent cette haine qu'on observe à l'égard des policiers. Alors, il y a évidemment la haine des criminels et des délinquants, et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. On les combat, ils nous combattent. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est quand cette haine, elle vient de gens qui parfois même subissent les délinquants et les criminels. Je me souviens, il y a 2-3 ans, j'avais fait un stage avec une brigade à Saint-Denis. On intervient pour des personnes qui vendent de la cocaïne dans un square où se trouvent des enfants. Donc, il y a les enfants qui jouent au toboggan et à côté, il y a quand même le dealer de cocaïne. On interpelle l'auteur, le dealer, qui, au demeurant, crache au visage de mon collègue. On le secoue un petit peu, j'assume. On le frappe pas, hein, mais on le secoue un petit peu pour pouvoir l'interpeller parce qu'il se rebelle. Et on a des mères de famille qui descendent de chez elles pour admonester non pas le dealer qui vend de la drogue sous les yeux de leurs enfants et qui crache au visage d'un policier, mais de nous admonester, nous, parce qu'on venait de le secouer. Et là, je me dis, waouh, vraiment, il y a un syndrome de Stockholm, et puis je comprends pas, en fait, ce rejet de la police au point même de prendre le parti de ceux qui sèment le désordre dans ton quartier, qui sèment la mort dans ton quartier, parce qu'aujourd'hui, il dit, demain, il fera un règlement de compte, et peut-être que ton enfant se prendra une balle perdue. Nous, on est là justement pour empêcher ça. Et vous, là, mère de famille, vous êtes là à nous admonester. C'est des choses que je comprendrai jamais. Je pense qu'on a une vraie inversion des valeurs. Oui, il y a une inversion des valeurs, clairement, dans la société. Et je pense que c'est les discours politiques qui sont disséminés depuis des dizaines d'années. À quel moment tu t'es dit je vais plus garder le silence, ça suffit maintenant par rapport à ce que je vois, je vais commencer à parler, je vais commencer à me battre, je vais commencer à exposer ce qui se passe vraiment et à défendre les miens? Mais Alexia, je ne l'ai jamais gardé, c'est ça le problème. C'est que dès le premier jour, Dès le premier jour, tu as parlé. Je suis rentrée en école de police et tout de suite, j'ai dit hop, hop, hop. D'accord. Non, donc ça vient vraiment de l'école déjà. Ouais, là, vraiment, la Just Culture, ça m'a Et ça n'a jamais été, du coup, un frein, justement, dans ton parcours? On s'est pas dit, elle est un peu agaçante, elle commence à me poser un peu des problèmes, on va peut-être lui mettre pas des bâtons dans les roues, mais on va peut-être la freiner ou quoi que ce soit, non? Ça... Ah si, quand même. Je me souviens d'une notation, parce qu'on est noté tous les ans, hein, comme la plupart des fonctionnaires. Okay. Notation, mon commandant de commissariat, en fait, au moment de la notation, on met ses vœux pour l'année à venir. Et je mets très naïvement que j'aimerais pouvoir préparer le concours de commissaire de police, parce que j'ai des commissaires qui me disent « Ah, tu devrais essayer de passer le concours de commissaire, tu auras peut-être tes chances de l'obtenir. » Et puis voilà, je veux dire, on veut voir des gardiens de la paix aussi qui évoluent et qui apportent quelque chose en interne au sein de notre belle institution. Et le commandant me dit ouais, mais en fait, vous mêlez un petit peu trop de ce qui vous regarde pas. Ah. C'est-à-dire qu'en gros, dans ta brigade, tu défends la veuve et l'orphelin de la brigade, quoi. Et en fait, on n'attend pas ça de toi. Moi, j'étais déjà en fait engagée syndicalement. Je veux dire, j'étais déléguée dans ma brigade, et donc du coup, dès qu'il se passait quelque chose que je trouvais dysfonctionnel, évidemment, j'alertais sur les situations. Et il me dit clairement, ça sert à rien de passer le concours de commissaire parce que l'oral, vous l'aurez pas. Puisqu'en interne, à l'occasion de l'oral, je le cite, hein, et d'ailleurs ma chef de brigade était là, témoin. Hein. Donc si jamais il dit que je diffame, je la citerai comme témoin. Il dit, non, mais vous savez, en interne, on appelle les services d'où vient l'effectif pour connaître sa manière de servir, en off, pas ce qui s'écrit officiellement sur le papier, mais quelle est la personnalité de l'agent qui postule au grade d'officier ou plus haut de commissaire. Faut pas rêver. Moi, je saurais dire tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez jamais votre oral. Ok. Donc, si vous voulez avoir votre concours de commissaire, si vous pouvez en tout cas pouvoir y prétendre et avoir
une chance d'obtenir l'oral. Bon, encore fallait-il que je réussisse l'écrit. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que je l'aurais réussi. Il va falloir que vous rentriez dans les rangs et que vous arrêtiez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Il m'a convaincue parce que 2 semaines après, je me suis engagée à 100% dans l'organisation syndicale dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Il m'a convaincue qu'en fait, non, il fallait en fait que je parle encore plus fort. Et tant pis pour le concours de commissaire. On a presque envie de le remercier. Du coup, un mal pour un bien, même si c'est pas de la bonne façon et c'était pas très, très galant et encore moins professionnel. Mais oui, ça arrive. Et puis moi, j'ai régulièrement des délégués qui me disent on nous sac sur des affectations, etc. Ça arrive aussi que moi, des officiers m'aient dit ouais, tu fais du bon job, mais je te veux pas dans les pattes parce qu'on dit que tu te mêles un petit peu trop de ce qui te regarde pas et du bien-être de tes collègues. Et donc, moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, je le vis très bien. Comment on fait pour vivre justement avec ce sentiment à la fois de support, de des gens qui t'apprécient, j'imagine, qui doivent te remercier pour tout ce que tu fais pour eux, mais à la fois de savoir que tu peux être en permanence attaqué personnellement, menacé, exposé aussi. Comment on arrive à vivre toute cette différence, on va dire, cette panoplie d'émotions dans la journée? En fait, on n'est pas formé. Alors moi, je n'ai pas été formée à ça. J'ai pas fait de Ouais, média training. c'est ça. La première fois qu'on m'a lancée à la télé, j'étais pas préparée. En fait, j'y suis allée parce que d'autres n'y allaient pas. Et en fait, je me suis pris ça en pleine face et j'ai trouvé ça au début très injuste. Je l'ai très mal vécu pendant longtemps, pendant des années même. J'ai même été injuriée, j'ai été menacée de mort, menacée de viol. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un gars fan de statistiques sur Internet qui m'avait dit, c'était au début des années 2020, qui m'avait dit que sur les réseaux, à un moment, j'avais été la femme la plus menacée de mort de France. Wow. Et c'est vrai qu'à l'époque, je le prenais assez difficilement parce que je trouvais ça injuste, dans le sens où je considérais que mes combats, mes engagements étaient nobles et que du coup, ce qui était dépeint était déjà injuste en soi, mais surtout, c'était violent. Moi, je pensais surtout à ma fille qui potentiellement, même si je l'ai toujours mise à l'abri des réseaux et de ce que pouvait être dit sur Internet. Et heureusement, aujourd'hui, elle est grande, elle a 22 ans, mais j'ai toujours fait très attention à ça. Je voulais surtout pas qu'elle soit exposée aux menaces de mort et de viol sur sa mère. De ce côté-là, j'y suis parvenue, mais c'est vrai que j'ai beaucoup bouffé mon chapeau, hein, vraiment, vraiment. J'ai dû même poursuivre en justice un journaliste pour injure raciste. J'ai gagné en première instance, en seconde, en cassation. Mais c'est des combats qui m'ont beaucoup, beaucoup coûté. Et je pense que j'ai eu une révélation il y a quelques mois quand j'ai failli mourir. J'étais en déplacement, j'ai fait une hémorragie interne. J'ai eu très mal, mais je suis assez résiliente. Je me suis dit, oh, il m'arrive rien de grave. Donc, j'ai maintenu mon déplacement parce que j'avais des collègues qui devaient me voir en région et que je voulais pas faire défaut à ma promesse d'aller les voir. Mmh. Donc, je termine mon déplacement, je reviens à Paris, sauf que je vois flou et j'arrive aux urgences et là, on me dit, vous êtes en train de mourir. Et 10 minutes après, j'arrive au bloc et ça, c'est fin mai 2025. Et pour moi, ça a été un déclic. Et depuis, plus rien ne me touche. Ouais. Tout glisse. Je m'en fous. Et je dirais même aux haters, allez-y, faites-vous plaisir, vous faites augmenter l'algorithme. C'est ça. Ok. J'allais venir à cette question, justement, jusqu'où on peut tenir sans craquer. Mais quelque part, le corps craque aussi. Oui, clairement, c'était une alerte. Et franchement, c'est un miracle que je sois encore vivante. Donc, je le prends mais vraiment comme une bénédiction. Enfin, et comme une alerte. C'est ça, c'est le bon mot. C'était une manière de dire tu t'es pas écouté, tu t'es pas écouté, tu t'es pas écouté, tu t'es pas écouté. Bon, ton corps, lui, va t'imposer cette écoute-là. J'avais le sentiment qu'il fallait faire le devoir coûte que coûte en laissant de côté sa santé, de plus avoir de vie. Et au final, quand j'ai pas eu le choix, quand j'ai été confrontée à la mort, et que pendant 10 jours, 2 semaines déjà, j'étais dans mon lit, et puis après, il a fallu le temps du rétablissement, on va dire pendant 1 mois, j'étais un peu HS, je me suis rappelé une chose toute bête, hein, c'est que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qu'on a fini par remplacer. J'ai échappé au cimetière cette fois-ci. Pour ma fille, au moins, je vais éviter d'y aller trop tôt. Ta fille qui a 22 ans. Oui. Je suis restée bouche bée. Je sais que 22 ans, tu l'as eu très tôt. Oui. Et c'est ta raison de vivre, tu disais? Il ne faut pas aborder les sujets qui... Parce que c'est pour elle que tu te lèves et que tu rentres et que tu te bats. Tout va bien, moi aussi, c'est
Question compliquée à poser. 2 filles en Ça, même c'est temps. pas cool. Ouais, mais c'est important de Ouais, comprendre absolument, ouais. d'où tu trouves ta force. En fait, j'admire ma fille. Elle a grandi avec sa mère seule. J'ai jamais été spécialement pressée d'être en couple. C'est le mariage, c'est des trucs, c'est des choses qui m'ont jamais fait rêver toute petite. Et clairement, ma fille, elle est arrivée à un moment où j'avais envie d'avoir une famille. OK. Donc très tôt. Oui. Donc très, très tôt. Donc OK. J'aurais dû mettre du waterproof. Oui, parce que quand je perds mes parents, en fait, pour moi, le monde s'effondre, quoi. J'ai plus rien. Et je me dis, je veux ma famille. Et ma famille, c'est ma fille. Et donc, elle grandit avec sa mère, côte à côte. Vraiment, c'était un huis clos, quoi. Un tête-à-tête, mère et fille. Et aujourd'hui, je suis tellement fière d'elle. Vous êtes fusionnels? Oui. 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 Généralement, Oui. c'est ce qui se passe. Oui, on est fusionnels. Mais l'avantage, c'est que comme j'ai beaucoup de travail, je suis pas trop sur son Ça, dos. c'est bien. Mais j'ai la chance d'avoir une petite qui est grande aujourd'hui, qui a des valeurs extraordinaires. Et vraiment, je suis certaine que j'avais pas sa maturité à son âge. Et oui, je pense que quand on fait ce métier, et beaucoup de policiers le disent, quand ils rentrent le soir chez eux, ils le font aussi pour faire en sorte que les rues soient plus sûres aussi pour leurs enfants. Il y a une part d'égoïsme, mais c'est normal. Je le fais aussi pour inculquer à ma fille que c'est possible. Tu peux partir de très loin, il peut t'arriver les pires choses dans la vie, mais tu peux y arriver. Il faut juste se lever tôt le matin et croire fort dans ce qu'on veut. Mais quelle que soit, je veux dire, la conviction. Moi, j'ai une conviction d'utilité publique. Elle pourrait avoir des convictions libérales, d'entrepreneuriat. C'est pas le sujet. Mais c'est juste de dire aux plus jeunes, prends exemple sur ce qu'il y a de mieux chez ton parent. Laisse de côté les défauts parce qu'on en a tous. Mais prends ce qu'il y a de mieux. Et moi, je dis toujours à ma fille, on n'égalera jamais le courage de ses grands-parents qui ont traversé la Méditerranée pour venir dans un pays 3-4 qui sont arrivés dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue, qui ont commencé de rien, en fait, qui ont été des indigènes, qui ont connu le code de l'indigénat, qui ont été des sous-citoyens et qui, malgré tout, sont arrivés ici en France avec cette envie d'offrir quelque chose de mieux pour la génération suivante, et avec des parents, et notamment ma mère, puisque j'ai perdu mon père très tôt, ma mère un peu plus tard, qui me disait n'aie jamais de haine en toi, ne sois mue toujours que par de la bonté. Mais surtout, j'ai grandi dans un HLM, on était très pauvres, mais c'était très cadré, il y avait des valeurs familiales fortes. Ça doit être très désagréable à entendre une voix ça l'est pas. qui pleurote comme la mienne. Et je dis toujours à ma fille, t'es pas obligée d'être un grand transfuge social, mais t'as pas le droit de faire moins bien que la génération précédente. Juste pour rendre hommage à tes grands-parents qui ont voulu que leur descendance sur plusieurs générations s'en sortent mieux qu'elles n'auraient pu le faire en étant restées dans le pays d'origine. Et donc, juste pour ça, tu te lèves le matin et tu te bats, quoi. T'as pas le choix. Elle t'a déjà dit qu'elle était fière de toi? Oui, tous les jours. Je comprends. On parlait de justement, et je te promets que je vais passer sur 2 choses. Ouais, parce qu'à un moment, ça va être super désagréable pour tous ceux qui nous écoutent. Non, mais ça fait partie de toi, tu sais. T'es humaine et ça fait du bien aussi de voir que il y a de l'émotion. Il n'y a pas que des règles et qu'on est tous faits de la même chose, de chair et d'os. Et juste une curiosité, peut-être, c'est peut-être mal placé, mais qui est très intéressante pour justement toutes ces femmes qui sont des femmes indépendantes, fortes, qui ont eu un parcours de vie très difficile, dont on parlait, alors je sais même plus si on parlait de ça en off ou déjà en ligne, mais on parlait de ce côté très masculin qu'on nous attribue, ces fameux attributs du courage, de l'action, de l'entrepreneuriat, de prendre des décisions qu'on attribue souvent beaucoup aux hommes. On dit que c'est une énergie masculine. Et pourtant, en fait, cette énergie masculine, on la voit que quand on l'incarne beaucoup, c'est parce qu'on a souvent eu des parcours où peut-être qu'un papa n'était pas là, peut-être qu'un mari n'était pas là, un homme n'était pas là. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à cette relation au masculin? Est-ce que si ça vient dans ta vie, c'est bienvenu? Est-ce que tu es plutôt dans une forme de protection où tu incarnes ces 2 rôles pour ta fille et donc tu l'incarnes aussi pour toi-même?
Alors, moi, je fais la part des choses. Mes plus belles rencontres dans ma vie, ça a été des rencontres avec des hommes, notamment ceux qui ont cru en moi, Oui. qui m'ont donné la parole. Et je pense que le féminisme, c'est ça aussi. C'est l'égalité. C'est pas la haine du masculin. C'est de se dire, on fait société ensemble à 50-50. Et donc, moi, je suis reconnaissante de ces hommes que j'ai rencontrés, que je continue de rencontrer. Et du coup, pour le coup, aux côtés desquels je travaille tous les jours, je travaille dans un milieu qui est extrêmement masculin. Et donc, moi, j'ai pas de sujet avec ça. En effet, j'ai incarné 2 personnes pour ma fille. J'ai été sa mère, j'ai été son père, mais j'ai été plus que ça. J'ai été aussi une tante, j'ai été une cousine, j'ai été la sœur qu'elle n'avait pas, le frère qu'elle n'avait pas, j'ai été les grands-parents aussi. Il fallait jouer sur tous ces plans-là. Et j'ai jamais eu de mal à le faire parce que peut-être au fond de moi, j'ai l'impression qu'en tant que femme, en fait, on incarne un peu aussi tout ça. Et quand on nous parle d'énergie masculine, moi, je trouve pas d'énergie masculine en moi. Je trouve une énergie qui est propre à mon parcours et qui, très sincèrement, est peut-être même plus le fait d'un courage féminin. Alors, c'était pas exactement la première fois, mais en tout cas, la fois où je vais avoir une très forte visibilité médiatique, c'est en septembre 2018. À ce moment-là, on a un auteur, écrivain, chroniqueur qui s'appelle Yann Moix, qui va avoir des mots très durs vis-à-vis des policiers. Il va dire, je cite, des policiers que ce sont des sans-couilles. Désolée pour l'expression, c'est la sienne. Moi, j'étais une petite déléguée qui est arrivée quelques semaines auparavant au bureau national de mon syndicat. C'est le week-end. Personne ne veut aller confronter les propos de M. Moix. C'était pas encore la culture, d'ailleurs, à l'époque, que les syndicalistes aillent sur les plateaux pour avoir une verve forte, une parole forte. C'était vraiment pas la culture à l'époque. Les policiers avaient tendance plutôt, les délégués syndicaux avaient plutôt tendance à aller commenter l'actualité, les faits divers. C'était assez... c'était assez plat, quoi. Il n'y avait pas de, joute. C'était en 2018, septembre 2018. Okay. Et déjà, à l'époque, il n'y avait pas de joute verbale comme on peut en avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de représentants du personnel policier qui vont sur les plateaux et qui vont confronter parfois même des groupes politiques dans les débats. À l'époque, c'était pas la culture. Et donc, moi, j'ai mon secrétaire général de l'époque qui s'appelle Yves qui me dit écoute, tu te sens d'y aller parce que visiblement, les hommes ne se bousculent pas pour s'y rendre. Et du coup, j'ai dit, ouais, j'y vais, il n'y a pas de souci, j'y vais. Franchement, j'étais déterminée à lui répondre. Et donc, j'arrive sur le plateau, à l'époque, c'était LCI, j'étais toute jeune, toute motivée. Et du coup, je reprends son expression, je le traite de sans couille, Yann Moix. C'est pas dans mes habitudes, mais là, il méritait. Et tu me permets ? Ah oui, je t'en prie. Et en fait, à ce moment-là, je lui propose un truc tout bête, c'est que je sors mon gilet pare-balles. Alors, il est menu, il est censé être comme moi. Et je lui propose de nous rejoindre en patrouille, de venir dans une patrouille de police. On est en septembre 2018. Et je pose le gilet pare-balles et je lui dis, Yann Moix, c'est un sans-couille. On l'attend, ça fait des semaines qu'on l'invite à venir dans une patrouille de police. Il est toujours pas venu. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en 2026, il est toujours pas venu. Alors, j'en profite, justement, puisque tu as ton gilet pare-balles. C'est un gilet pare-balles de femme ? Oui, alors c'est important, je te remercie. C'est un gilet... Là, tu vas voir, il y a une courbe. Ouais. Moi, ce gilet, il a 20 ans. Alors, en ma vie, il me protégera pas beaucoup. Je le porte régulièrement parce que je vais souvent sur la voie publique faire des stages. Mais en fait, je refuse de porter les nouveaux gilets pare-balles dans la police. Tu sais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ils sont plus contraignants, plus lourds, certainement aussi moins chers. Mais surtout, le grand scandale, c'est que les nouveaux gilets pare-balles dans la police, ce sont des plaques droites qui ne suivent pas la courbure des femmes. Et donc, du coup, aujourd'hui, les femmes dans la police, elles souffrent littéralement sous ces plaques qui les compressent. Mais je veux dire, c'est le 19e siècle dans la police de 2026. Mais en plus d'être fortement inconfortable, voire douloureux, ces gilets pare-balles, ils protègent moins les femmes. Parce que pour bien protéger, il faut que ça épouse le corps pour éviter il faut pas avoir de jeu. D'accord. Et donc forcément, tu as un jeu quand... quand la poitrine vient écarter le gilet. Et on a des femmes qui sont obligées de prendre des gilets trop grands pour elles, pour pouvoir y entrer leur poitrine. Je trouve ça scandaleux. Alors, on nous le dit pas, mais moi, j'assume de le dire. C'est juste pour faire des économies sur la vie des femmes. Alors, juste une chose. Le 8 mars, mon administration, la police nationale, faites pas une vignette pour la journée des droits des femmes. Vraiment, faites-vous l'économie de ça. Investissez plutôt dans des gilets pare-balles qui soient compatibles avec le corps des femmes. Ouais, surtout qu'effectivement, c'est pas anodin ce que tu dis parce qu'il s'agit de la vie des femmes et c'est fou qu'on n'y ait pas pensé et qu'on pense pas aux formes de la poitrine des femmes. Bon, message passé en tout cas. Et donc je montre ce gilet pare-balles féminin
qui est thermoformé, comme tu peux le voir. Mmh. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai pas l'impression d'être dans une énergie masculine. J'ai au contraire le sentiment d'avoir fait le job que des hommes ne voulaient pas faire. Très intéressant et surtout ce qui est aussi, percutant, c'est qu'on peut s'attendre, tu vois? On est alors je fais le parallèle un peu parce que dans les podcasts aujourd'hui, dans beaucoup de contenus, on parle dans le développement personnel beaucoup, tu sais, de cette énergie féminine, masculine. On essaie de catégoriser, toutes ces énergies-là et on peut, à tort s'imaginer que justement un métier comme celui que tu fais dans la police, dans l'armée, ça peut être, c'est la femme n'a pas sa place là. Mais ça, souvent, ce sont ceux qui ne sont pas dans la police aussi qui le disent, hein. Oui, oui, enfin, il y aura toujours des discours, Ouais. machos, misogynes partout, ça, Mais enfin, toi, je veux tu le dire, vis pas dans ton quotidien? moi, je l'ai pas vécu dans mon quotidien. J'ai bien dû avoir une ou 2 réflexions de collègues qui m'ont dit, que, j'étais peut-être pas assez forte. Enfin, moi, je me suis jamais retrouvée au sol en difficulté, et là où peut-être, j'avais pas, les muscles dans les bras, et bah, j'avais peut-être aussi l'agilité, le bagou, puis moi, en plus, j'avais toujours ma gazeuse qui était glissée dans dans ma veste, donc j'ai envie de dire, c'était meilleur que tous les bras du monde. Mais en fait, ça m'a jamais quand même empêché d'aller au contact. Et moi, j'allais au contact et j'étais une fille. Mmh. Je fais 1m62. J'étais plus menue à l'époque. Et j'ai jamais eu un collègue masculin qui se soit plaint que je ne sois pas allée au contact des délinquants quand il fallait y aller. Donc, moi, je pense très sincèrement qu'il y a aussi la question de la polyvalence. Ouais. On peut avoir aussi des sensibilités, mais je pense qu'elles sont moins le fait du genre d'un point de vue biologique que le fait de l'éducation et de la culture. Et les femmes ont aussi quelque chose à apporter. Les femmes, ça fait 50 ans qu'elles sont dans la police. Elles sont arrivées dans les années 70. Et aujourd'hui, elles apportent quelque chose de particulier. Et en fait, elles viennent compléter... Enfin, on peut pas faire moitié de société et considérer que cette moitié doit être écartée de certains métiers au motif qu'on n'a pas les muscles. La police, c'est pas qu'un métier de muscles. Oui, il faut être fort physiquement, mais il y a des femmes, je peux vous garantir, j'en ai connu quelques-unes, des sportives de haut niveau, notamment dans des sports de combat. J'ai une très bonne amie que je salue, Amélie, qui a été vice-championne de France de lutte. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un homme qui l'a confrontée sur la voie publique, et même parmi mes collègues. Donc, Ouais, ça veut rien dire, c'est en fait. vrai. Chacun apporte ses particularités. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune, qui veut rentrer dans la police et qui hésite justement parce qu'il a peut-être peur, de ce qu'on du qu'en dira-t-on ou d'avoir ces préjugés de la part de ceux qui ne comprennent pas ce métier ou qui le détestent? Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, malheureusement, ça existe encore. Et Mmh. puis surtout avec les réseaux sociaux, c'est un effet qui peut être encore plus lourd sur les épaules des plus jeunes. Il y en a beaucoup qui travaillent auprès des jeunes. Je pense notamment à Abdoulaye Kanté, qui va voir les plus jeunes pour les inciter à rentrer dans la police ou dans les armées, en tout cas de porter l'uniforme, même s'ils sont originaires des quartiers populaires, même s'ils sont loin des grandes villes. Je pense notamment à la France périphérique, la France des Gilets jaunes qu'on met trop souvent de côté, ou aussi nos concitoyens des DROM-COM, qui sont loin de tout et qui n'ont pas à disposition, il y a pas d'école de police dans les DROM-COM, par exemple, ils sont obligés de venir dans l'Hexagone. Et donc tout cela, ça peut être forcément un frein. Moi, je leur dis, mais n'hésitez pas, venez. Et de toute façon, au pire, si ça vous convient pas, il y a rien qui vous oblige à rester, dans l'absolu. Concernant les préjugés ou le qu'en dira-t-on, par exemple, dans le quartier, Mmh. et, rien ne vous assigne à résidence. Vous pouvez très bien quitter le quartier. Et c'est justement en changeant de l'intérieur les choses, Eh oui. en voyant des policiers qui sont originaires des quartiers, originaires de là d'où on n'attend pas des policiers, qu'on fera bouger les lignes. Mais surtout, c'est que si ça fait réagir, c'est que peut-être ils sont dans le bon, parce qu'en réalité, si c'était... je pense que c'est l'indifférence qui peut interroger. Moi, si tout ce que je disais ne générait que de l'indifférence, je m'interrogerais sur mon propos. Je me dirais, mais je fais pas réagir, c'est que peut-être j'amène pas de réflexion et je conduis pas les gens à réfléchir. Si finalement, le fait de rentrer dans la police pour un jeune amène d'autres personnes à réagir, c'est que déjà, un, ça laisse pas indifférent, et deux, il a sûrement sa place dans la police. D'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce que la société n'a pas compris encore à la police? Si tu devais leur adresser un message pour dire: «Ça, vous avez pas compris, c'est ça qui se passe», ce serait quoi? Je pense que ce que la société n'a pas compris, c'est que les policiers... Alors, pour le coup, d'habitude, je parle toujours des policiers et des gendarmes ensemble. Mais là, pour le coup, c'est différent parce que les gendarmes sont des militaires qui vivent en casernement, donc c'est encore différent. Mais pour les policiers en particulier, les policiers, ils sont des citoyens comme les autres, dans le sens où, les gendarmes aussi, mais dans le sens où ils vivent au milieu des citoyens. Je veux dire, votre voisin, c'est un policier.
celui du dessus, du dessous, la maison d'à côté, c'est un policier. Et souvent, on entend parler la police versus les Français. On le voit notamment sur la question des manifestations, ou les policiers versus les gilets jaunes, ou les policiers versus les quartiers, ou les policiers versus les minorités. Mais en fait, non. Les policiers, c'est tout ça. Les policiers sont des Français comme les autres. Et quand vous êtes dans votre file d'attente à la caisse, devant vous, derrière vous, là, le gars qui en a pas l'air, c'est peut-être un policier. Et c'est ce souci-là qu'on a dans la société française. Je pense qu'aussi le politique en joue beaucoup, puisque ça lui permet de créer cette division entre l'ensemble de la société française et les policiers en face ou à côté. Non, les policiers sont dans la société. L'État, avec un grand E, c'est pas le politique. L'État, c'est le peuple. Ceux qui servent le peuple, donc les agents de l'État, c'est les institutions. Et donc les policiers, c'est tout ça. Ce sont des citoyens, ce sont des serviteurs, ce sont aussi des représentants de l'institution. C'est tout ça. Quand tu regardes l'avenir, qu'est-ce qui t'inquiète et qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Ce qui me donne de l'espoir, très sincèrement, c'est des échanges comme ceux-là. Okay. Parce que ça donne encore une porte ouverte, une fenêtre ouverte, en tout cas, sur des discours que l'on veut pour les autres. Et donc, tant qu'on aura la possibilité de s'exprimer aussi librement, et ça, on a cette chance-là en France de pouvoir le faire, ben, j'ai beaucoup d'espoir parce que tant qu'on peut s'exprimer, on peut espérer changer les choses. Moi, ça m'arrive de rencontrer le législateur, donc les députés, des sénateurs, des politiques, des gens qui font aujourd'hui, qui décident, des autorités qui écrivent les lois, par exemple. Et ça avance trop doucement, trop lentement. Parfois, ça ne bouge pas. Il faut y aller 10 fois, 15 fois. Et moi, je vois mes collègues qui me disent « mais ça avance pas, on a le sentiment que ça régresse, on stagne ». Mais je garde espoir parce que malgré tout, c'est de la même manière que ceux qui nous veulent du mal y arrivent et ont le temps, ils prennent des générations entières pour diffuser, disséminer leurs idées. Je pense que nous aussi, on doit avoir ce temps-là devant nous et cette patience de se dire on vient diffuser et disséminer des idées. Donc moi, j'ai de l'espoir parce que malgré tout, je sens une écoute de la part de ceux qui font autorité, qui me disent « Ah oui, mais le problème, c'est qu'on a pieds et poings liés, on est pieds et poings liés, notamment parce qu'il y a des questions budgétaires, parce qu'on est au sein d'une Union européenne qui parfois nous borde, ou parce qu'aussi notre société, elle est tellement divisée, elle est tellement polarisée que c'est compliqué d'aller frontalement. Et donc, du coup, pour pas froisser les esprits, on y va, on marche un peu sur des œufs. Mais malgré tout, les choses, elles peuvent bouger progressivement si on y va tous. À l'inverse, ce qui un peu me désespère, c'est justement ça, c'est que ça va pas assez vite. Ouais. Et que moi, j'ai le sentiment quand même que ceux qui nous veulent du mal, que ce soit les criminels, tous les réseaux criminels, mais aussi les mouvements idéologiques qui veulent détruire cette société française telle qu'elle est construite aujourd'hui, c'est-à-dire ce modèle républicain, par exemple, avec cette police républicaine, eux, ils perdent pas de temps, ils s'encombrent pas de contraintes budgétaires, parce que eux, c'est juste de l'idéologique, c'est du discours. Eux, les réseaux sociaux leur suffisent suffisamment pour faire des dégâts. Et surtout, en fait, c'est qu'ils sont dans la frontalité, mais surtout, c'est qu'ils sont démagos, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la déformation de la réalité. Et je pense qu'ils ont un impact très, très fort, notamment dans l'opinion des plus jeunes. Moi, quand je vois parfois des députés, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi, un député. Des gens qui siègent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui sont des représentants du peuple et qui mentent. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, qui mentent. Pas qui se trompent, qui mentent éhontément sur des policiers, par exemple, qui vont les accuser de violences policières, qui vont déformer une action de police, etc. Je me dis, mais le désastre qu'ils sèment dans l'esprit des plus jeunes, c'est horrible. Quand vous voyez des députés, notamment de certains partis comme la France Insoumise, qui vont aller prendre des vidéos tronquées, qui vont dire, ouais, les policiers ont commis quelque chose de malveillant, alors que c'est pas vrai. Ils font énormément de dégâts parce qu'à l'inverse, moi, mon institution, elle est tellement frileuse, elle veut pas s'exprimer. Enfin, je sais pas, tu la vois beaucoup, toi, l'administration policière s'exprimer pour aller contrer les discours de ses parlementaires. Non, pas du tout. Et moi, c'est un de mes combats. Je dis toujours au service de communication de la police, j'ai rien contre le SICOP, vraiment, qui est le service d'information de communication de la police. Mais vous pouvez pas vous jouer à armes inégales, en fait. Vous êtes tout le temps dans un millefeuille administratif. Et puis, oui, mais si on dit ça, je risque ma carrière parce que j'aimerais être directeur ou directrice. Non, en fait, on n'est plus là-dedans, en fait. Aujourd'hui, on doit y aller frontalement et on doit combattre. Et aujourd'hui, on a encore trop de frilosité. Donc, mon espoir, c'est aussi un peu mon désespoir. Je comprends. De quoi la police française, elle aurait le plus besoin aujourd'hui? Elle aurait besoin de quoi, surtout? Je pense qu'elle aurait besoin... alors,
on a tendance à dire que la force de la police, c'est de cacher ses faiblesses. Je pense que c'est un tort. Ouais. Parce qu'en fait, on vient entraver quelque chose qui s'appelle la just culture. C'est tu sais, la culture de l'erreur. C'est ce qu'on retrouve notamment dans l'aviation civile. Tu sais, quand il y a un crash dans l'aviation civile, on va pas forcément chercher des coupables et des têtes à découper. On va essayer d'abord de comprendre où est-ce qu'il y a eu, on s'est trompé, non pas pour condamner, mais pour faire en sorte que ça n'arrive plus. On a la même chose dans le monde de la médecine. Quand il y a eu une erreur médicale, on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour faire en sorte que ça ne se réitère pas. Dans notre système policier, c'est pas ça. Dans notre policier, on aime bien découper des têtes. Alors là, il faut trouver le lampion idéal. Alors si en plus, il est parmi les catégories inférieures, comme le corps des gardiens de la paix, c'est bingo, parce que ça coûtera pas trop cher à le découper. Et donc, je pense que ce dont ont besoin les policiers, et de manière générale, c'est d'avoir une administration qui soit non pas bienveillante, parce que le mot, il est en réalité galvaudé, c'est d'avoir une administration qui soit plus transparente et qui accepte de dire qu'elle a ses faiblesses, parce qu'elle est faite d'humain, et que l'humain est imparfait, et c'est ce qui fait sa perfection, et que plutôt que d'aller à chaque fois chercher des têtes à découper, quel gardien de la paix on va l'envoyer en conseil de discipline pour satisfaire les réseaux sociaux, parce que l'extrême gauche aimerait bien se faire un ou deux flics. Moi, je pense qu'il faut vraiment inculquer cette just culture dans la police et faire en sorte que, en fait, le management toxique, le harcèlement, qui sont extrêmement prégnants et qui le sont d'autant plus parce qu'il y a une omerta dans la police. C'est justement ça, on parle de cacher les faiblesses, mais en fait, en réalité, c'est nourrir cette culture de l'omerta avec des policiers qui sont en souffrance et qui peuvent pas parler. Eh bien, je pense qu'elle gagnerait énormément et que contrairement à ce qui peut être pensé parmi ceux qui décident au sein de l'administration, fait avec intelligence, je suis certaine que ça rendrait notre administration, mais vraiment infaillible, inébranlable, et surtout qu'elle serait une forteresse qui aujourd'hui, on a une citadelle, enfin, je dis souvent des policiers qu'il y a un syndrome de citadelle assiégée, c'est-à-dire qu'en fait, on est là, dans notre tour, on est attaqué par notamment ceux qui n'aiment pas la police, et du coup, tu génères un syndrome de citadelle assiégée. Et moi, je pense que si l'administration mettait une autre forme de fonctionnement en interne, on pourrait être une forteresse imprenable, infaillible, mais transparente. Très belle image de la forteresse. Il nous reste quelques minutes. Si tu avais un message à adresser à ceux qui t'écoutent, policiers, soignants, citoyens. J'aimerais tellement qu'on puisse arrêter de dire que la sécurité, l'éducation, la santé, qui pour moi, c'est un triangle de notre démocratie mature, il n'y a aucun angle dont on peut se passer. Sécurité, éducation, santé. Par l'éducation, on dit souvent que en ouvrant des bibliothèques, on ferme des prisons. J'y crois, moi, fort. Vraiment, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Aujourd'hui, ça reste quand même un parent pauvre. On manque de profs, notamment dans les quartiers populaires, les quartiers les plus pauvres, où il y a des élèves qui, pendant des mois, n'ont pas de prof de maths ou de prof de français devant eux. Ça, c'est effroyable, on se rend pas compte des dégâts. La santé, avec des personnes qui attendent des heures, parfois meurent aux urgences parce que les soignants font comme ils peuvent, mais on ferme des lits. Mais quand on dit fermer des lits, c'est aussi qu'on ferme des postes. Parce qu'on peut ouvrir tous les lits qu'on veut, hein. On entend souvent les politiques. Ils disent non, on a rouvert les lits. Oui, mais enfin, il n'y a pas le soignant qui va avec. Donc le lit, il est fermé. Et puis évidemment, la question de la sécurité, parce que la sécurité, c'est la liberté. Et moi, j'aimerais que les femmes ne se disent plus à 1h du matin, je suis obligée de prendre un VTC, qui parfois lui-même peut commettre un crime. C'est ça aussi. Parce que je peux pas marcher dans la rue la nuit. Et donc moi, je pense que ces 3 angles, en fait, ne doivent plus être pensés. S'il vous plaît, ne dites plus budget, mais investissement. Parce que ce sont des investissements. Et si on pense investissement comme on le fait dans l'entrepreneuriat, on arrêtera de compter comme on le fait aujourd'hui. Et on arrêterait, parce que c'est le problème aujourd'hui, on voit à l'échelle d'un mandat présidentiel, c'est 5 ans. Donc du coup, si on engage trop de frais, à la fin, il faut rendre des comptes sur ce qu'on a sorti. Non, en fait, il faut plus voir les choses comme un budget, il faut voir comme un investissement et accepter de dire que les investissements qu'on pourrait faire aujourd'hui, ils profiteront dans 5, 10, 15 ans et accepter de dire que c'est peut-être le gouvernement qui était là 10 ou 15 ans avant qui en est finalement le père ou la mère. Mais je pense qu'il faut aussi changer ce paradigme-là. Arrêtons de parler de budget pour le service public et parlons d'investissement. Qu'on vous écoute dans les hautes sphères de notre société afin qu'on puisse déjà changer cette sémantique, ce mot qui n'est effectivement pas vraiment adéquat. Et effectivement, le fait de dire investissement, il y a toujours du retour sur investissement. Donc, on aura une société avec beaucoup plus, on va dire, de paix, puisque c'est pour ça que vous militez, c'est pour la paix. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que je suis sûre qu'on a envie de vous écouter encore. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que c'est dans votre think tank? Est-ce que c'est dans
peut-être votre Instagram, Oui, alors j'ai des réseaux sociaux comme tout le monde, que je nourris pas assez à mon goût, faute de temps. Je travaille beaucoup auprès de mes collègues. En fait, où est-ce qu'on me retrouve? On me retrouve souvent auprès de mes collègues dans les services. J'essaie, dès que je peux, aller en région pour rendre visite à mes collègues, collecter leurs paroles, échanger avec eux, leur expliquer comment est-ce qu'on peut faire une police meilleure demain. Et puis, évidemment, au sein du think tank, qui est en plus un think tank d'acteurs de terrain. Vraiment, c'est pas un think tank d'intellectuels. C'est un think tank, c'est un cercle de réflexion de gens qui ont vécu le terrain, qui vivent le terrain, et on fait des tribunes régulièrement dans la presse. Et donc, du coup, évidemment, les gens sont les bienvenus. Et puis, on me trouve évidemment dans les instances face à l'administration, puisque je siège aussi ce qu'on appelle chez nous des CSA, des comités d'administration, où évidemment, eh bien, j'essaye, en tout cas à mon petit niveau, de défendre mes collègues sur des aspects plus techniques. Et donc voilà, on me trouve un petit peu partout. Linda, vous êtes extrêmement inspirante. Merci infiniment. Merci à vous. Merci je t'ai vouvoyé alors qu'on s'est tutoyé, mais c'est tellement de respect qui est venu soudainement. Mais en tout cas, merci de t'être livrée, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir ouvert tes connaissances. C'est incroyable ce parcours de vie. Je pense que ta fille peut être très très fière de toi. Et beaucoup de femmes le sont, j'en suis certaine, et certainement beaucoup d'hommes aussi. Donc merci, continue à te battre Merci. pour ce que tu crois. On a besoin de femmes comme toi. Donc j'ai envie de dire merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup également à vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dans l'Ima Group.